Daniel Goldberg, bonjour. Bonjour. Député socialiste du 93, co-rapporteur de la loi Allure et du budget, porte-parole de Benoît Hamon sur les questions relatives au logement. Nous allons voir justement avec vous quelle politique du logement vous entendez mener et les mesures dans le domaine de l'immobilier que vous préconisez si bien sûr Benoît Hamon est élu à la présidentielle. Tout d'abord avec un peu de recul, 5 ans, la loi Allure, le bilan, est-ce que la mission a été accomplie ? Pas que la loi Allure, mais aussi la loi Allure. Et d'ailleurs, le 1er avril sont entrées en vigueur de nouvelles mesures liées à la loi Allure, notamment sur la publicité des annonces immobilières, afin de parfaitement informer les acquéreurs du bien qu'ils se décideraient à acheter. Mais il y a eu beaucoup de choses de faites pendant ces 5 ans, à la fois du point de vue de l'environnement financier du logement, plusieurs lois, et donc je pense que dans le prochain quinquennat, je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, mais il faut, du point de vue des évolutions législatives, pas forcément une nouvelle loi sur le logement, mais plutôt que ce qui a été mis en place, notamment tout dernièrement, par exemple, dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté, se mette en place, soit avec une appropriation par les acteurs du logement, plutôt que d'annoncer une nouvelle loi. Et puis, la deuxième chose... en fait différentes choses, et notamment l'encadrement des loyers, qui est une mesure phare. Les appliquer, mais je vous parlerai bien entendu de l'encadrement des loyers. J'y suis favorable dans les zones tendues, dans les métropoles, en tous les cas, dans ces zones tendues, mais il n'y a pas que ça, il y a quantité de dispositifs. Je pense par exemple à la formation continue des professionnels de l'immobilier, la mise en place d'une commission de contrôle qui doit encore devenir réalité. Il y a quantité de sujets qui concernent les copropriétés, par exemple, les fonds de travaux pour les copropriétés pour éviter leur dégradation, les changements de majorité dans les assemblées générales de copropriétaires pour favoriser les travaux, la lutte contre l'habitat indigne. Il y a quantité de sujets comme cela. Et puis il y a eu des dispositions aussi qui ont créé un écosystème, j'allais dire, financier favorable au logement, avec des constructions de logements pendant l'année 2016 qui ont atteint des records. Et ce dont je suis relativement fier, à la place que j'ai occupée, c'est que ça concerne tous les segments du marché du logement, qu'il s'agisse du logement social, avec près de 126 000 logements commencés, autorisés, et donc des chiffres qui sont inégalés depuis 20 ans sur le logement social. On partait de loin aussi. Oui, mais depuis longtemps. Depuis peut-être 2008 ou 2009, les chiffres étaient en baisse, avec une baisse plus prononcée depuis 2011. Mais pas seulement le logement social. L'ensemble de la construction, le locatif libre, l'accession sociale à la propriété, l'accession à prix non maîtrisé à la propriété, tous les segments du logement sont en augmentation, avec des chiffres avoisinant les 400 000 constructions neuves en 2016. Et donc je suis relativement fier de cela, après les tombereaux, non pas d'injures, mais en tout cas assez durs, qui ont été prononcés par certains acteurs du logement, je le regrette, mais par certains commentateurs aussi politiques pendant ces années. Et je pense notamment à cette année 2014 ou 2015, où des déclarations, de mon point de vue, inutilement alarmistes, ont glacé le marché du logement, ont fait peur. Et j'allais dire... par exemple par exemple sur l'encadrement des loyers, par exemple sur l'impossibilité, demain, après la loi Allure, de pouvoir vendre son bien, ou différentes dispositions comme ça qui ont été attaquées. Il y a eu un trouble aussi, Manuel Valls avait dit aussi qu'il fallait l'arrêter, enfin il fallait uniquement le conserver pour Paris. Vous parlez de l'encadrement. Oui, pour l'encadrement des loyers. Mais il y a eu plein de dispositifs dans le cadre de cette loi Allure, d'ailleurs, qui n'ont pas fait beaucoup de débats à l'Assemblée nationale. Je viens de rendre un rapport co-signé avec un collègue parlementaire de l'actuelle opposition, Jean-Marie Tétard. Nous avons travaillé de 6 mois sur le rapport d'application de cette loi, et je ne dis pas qu'on est d'accord sur tout, mais enfin sur beaucoup des aspects de cette loi, il y a aujourd'hui consensus. Donc concrètement, si Benoît Hamon est élu à la présidentielle, en fait, est-ce que l'encadrement des loyers sera étendu à l'ensemble des zones tendues ? D'abord, je vais venir sur l'encadrement, et franchement, ce n'est pas pour botter en touche, mais le principal point du dispositif que nous voulons mettre en place sur le logement, pour amplifier y compris un certain nombre de sujets, c'est un meilleur rapport entre l'État et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a un État qui donne une grande politique nationale du logement, avec différents ministres, sous différents quinquennats et différentes majorités, et des collectivités qui s'en accommodent ou non. Et on ne peut plus rester dans cette situation-là où la crise du logement empêche
des gens qui sont les moins fortunés, mais aussi beaucoup de personnes des classes moyennes, d'avoir un logement qui correspond à leurs revenus après une envolée des prix dans la décennie 2000. Donc il faut en finir avec le logement rare et cher. C'est le slogan un peu de Benoît Hamon pour ce qui concerne sa politique du logement pour les années à venir, ce qui signifie qu'il faut qu'on ait un État régulateur, un État stratège et des collectivités territoriales responsables. Et notamment dans les déclarations qui sont données dans les objectifs de construction, dans les PLH, dans les programmes locaux de l'habitat, qui doivent être maintenant évalués et pour lesquels les maires qui s'engagent à construire pour répondre aux besoins de logement qui seront absolument nécessaires dans les années à venir, parce que nous avons un vieillissement de la population, parce que beaucoup plus de personnes aujourd'hui décident de vivre seules, parce qu'il y a des familles recomposées, parce qu'il faut pouvoir accueillir les enfants d'une première union le week-end. On a besoin de plus de mètres carrés de logement dans les années à venir et de tout type de logement. Et que cet objectif-là doit être un objectif de mobilisation complet avec un prix du logement qui est maîtrisé à la fois dans l'accession et dans la location. Donc j'en viens. Alors, je voulais quand même poser ce chapeau général parce que c'est ça l'objectif. Et après, on peut voir techniquement comment on peut faire sur chacun des sujets pour maîtriser les prix et construire plus. Construire mieux et plus là où sont les besoins. Et pour ce qui concerne ce fameux encadrement des loyers, où on me prédisait l'invasion de sauterelles à Paris alors qu'il aurait été mis en place. Ce n'est pas le cas. Ça marche plutôt bien, il y a sans doute des choses à corriger, à voir, ça fonctionne, c'est en place à Lille maintenant. J'ajoute que l'encadrement des loyers à la relocation est en place dans toutes les zones tendues depuis 2012, ce qui fait que quand on passe d'un locataire A à un locataire B, sauf travaux importants, on ne peut pas augmenter de manière importante. Avec l'IRL, effectivement. Avec l'IRL. Donc, et ça, dans notamment les villes universitaires en région, les grandes métropoles en région, ça a donné des effets tout à fait favorables, et notamment pour les familles, je pense aux familles qui ont des enfants étudiants, ou les jeunes couples qui sont amenés plus à déménager dans les petites surfaces. Sur l'encadrement des loyers qui a fait débat, notre proposition, c'est simple, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement, ni plus ni moins. On observe, on met en place les observatoires des loyers dans les zones tendues uniquement, avec tout le respect que j'ai pour ces départements, pas en Lozère et pas dans le Cantal, dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les grandes métropoles en région, et on encadre si besoin, et de notre point de vue, les besoins, ce sont notamment dans les grandes métropoles en région, où là, des loyers excessifs par rapport au marché, et l'encadrement des loyers que l'on a mis en place, il est bien moins contraignant que celui qui est en place, par exemple, en Allemagne. Donc là, on regarde les prix de marché, et un propriétaire qui veut s'écarter de plus de 20% de la médiane du marché doit justifier de la qualité du bien. Et donc, ce dispositif, il sera mis en place progressivement, pragmatiquement, après la constitution d'observatoires adéquats dans les grandes métropoles en région. D'accord. À propos justement de prix, il est question d'une surtaxe sur les transactions pour les biens au-delà de 10 000 euros du mètre carré. Qu'en est-il exactement ? Bien, la question, c'est de se dire qu'on a certains quartiers de notre territoire, par exemple à Paris, ce n'est pas tout Paris, où des prix excessivement élevés forment finalement une ghettoisation par le haut. Dans ces quartiers où la médiane est à plus de 10 000 euros du mètre carré, 10 000 euros du mètre carré, je ne parle pas d'autre chose. Les professeurs des écoles qui exercent dans ces quartiers-là, les infirmières, les agents de la voirie, les nounous pour les familles qui y habitent, mais également les cadres moyens dans les sociétés d'assurance ou les agences bancaires ne peuvent pas habiter ces quartiers-là. Et donc l'idée est de dire que de manière différentielle et proportionnelle par rapport à cette valeur de 10 000 euros, eh bien, il y aurait une taxe complémentaire. À 10 000 euros, on ne payerait rien. À 11 000 euros du mètre carré, on paierait environ 0,9% du prix de la transaction. Et plus on s'écarterait des 10 000 euros, plus cette taxe serait proportionnelle. Et donc sans aller à des excès. Comprenons bien de quoi on parle. Si on vend à 11 000 euros du mètre carré, un 60 mètres carrés, par exemple dans l'ouest parisien, c'est donc une ressource de 660 000 euros. Que là-dessus, on paye 5 ou 6 000 euros finalement pour permettre à toutes celles et tous ceux qui font vivre ces quartiers de pouvoir y habiter pas trop loin, on rend service finalement aux deniers publics. Parce que derrière,
Que se passe-t-il pour toutes les personnes dont je parlais précédemment? On va voir l'État pour construire des lignes de RER, qu'ils fonctionnent mieux. Ce sont des centaines de millions, voire des milliards qui sont engloutis. Ce sont de l'argent aussi qui est versé pour ce qui concerne les APL. Ça peut être de la TVA à taux réduit pour construire des logements plus socialement accessibles, soit en location, soit en accession. Donc, finalement, cette organisation de l'espace public avec des inégalités pour se loger, qui ne sont sans commune mesure avec finalement une réalité de ce qu'est le marché du logement, nous semble pas la bonne manière. Dans le domaine de la fiscalité, le logement est-il justement trop taxé? Taxe d'habitation, taxe foncière, que comptez-vous faire dans le domaine? Sur la taxe foncière, notre projet est très clair. Nous souhaitons faire en sorte que les primo-accédants soient moins touchés par la taxe foncière que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on paye la taxe foncière, d'ailleurs qu'on soit primo-accédant ou qu'on fasse de l'investissement locatif, cette taxe foncière ne tient pas compte des emprunts en cours. Et donc, quelqu'un qui achète par exemple un bien 300 000 euros, s'il a 250 000 euros d'emprunt en cours sur 20 ans pour rembourser son achat, ou si parce qu'il avait du patrimoine précédemment, il a pu payer cash, il paiera la même taxe foncière. Et ça, pour les jeunes ménages, notamment primo-accédants, c'est une inégalité forte. Donc nous voulons que la taxe foncière tienne compte des actifs et donc des passifs aussi, et de pouvoir moduler la taxe foncière de ce point de vue. Ça sera une aide directe pour ceux qui achètent leur premier logement. À propos des aides, voire des leviers, prêt à taux zéro, dispositif d'investissement locatif Pinel, que comptez-vous faire dans le domaine? Évaluer. Ouais. Évaluer. 1 an de prolongement du dispositif Pinel, c'est 1,6 milliard d'euros pour les dépenses publiques. En cohorte, pas sur une année, en cohorte, 1 an de prolongement. Dans le budget 2017, l'ensemble des dispositifs d'investissement locatif représente 2 milliards d'euros de dépenses, dont 1,2 milliard pour le sol cellier qui est éteint, comme vous le savez, depuis 2013. Donc il faut évaluer les dispositifs en cours et de voir s'ils sont réellement efficaces. Ça sera l'objet de la fin de l'année 2017, puisque le Pinel a été prolongé d'1 an. Donc il faut évaluer, ni prolonger automatiquement, ni dire aujourd'hui qu'il sera supprimé. Sur le prêt à taux zéro, comme vous le savez, il a été élargi au courant de l'année 2015. À l'ancien, 25% de travaux. Voilà. Oui, Donc oui. et c'est ça qui permet aussi, avec la TVA à taux réduit à l'accession, par exemple, d'avoir ce que je disais tout à l'heure, avec bien sûr des taux d'intérêt extrêmement bas aujourd'hui, un environnement plutôt favorable à la construction. Donc on ne va pas changer les règles tous les 3 matins. Et d'ailleurs, c'est ce par quoi j'ai commencé, nous avons commencé notre discussion, il faut donner maintenant de la stabilité au domaine du logement. C'est pourquoi nous proposons aussi que sur toutes les règles de la fiscalité touchant le logement, et en particulier sur le foncier, il y ait une loi de programmation fiscale dédiée à ces sujets-là, qui pourra peut-être même engendrer la prochaine échéance électorale, je parle celle de 2022, ouais. Donc une loi qui pourrait par exemple être sur 2018-2023, discutée en 2017 sur ses modalités, et disant qu'on ne change pas les règles de 2018 à 2023. Sur les plus-values immobilières, je crois que les règles ont changé 11 fois en 15 ans. Pour les professionnels comme pour les particuliers, c'est illisible et ça crée des doutes, cette instabilité. Et donc, il faut pouvoir voir loin. C'est ce que je crois avoir appris ces quelques dernières années sur les questions du logement en discutant avec les uns et les autres. Daniel Goldberg, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.